Et comme promis, vous avez rendez-vous dès maintenant avec une conférence table ronde sur le thème «Qu'est-ce qui change pour les entreprises avec la nouvelle donne publique?». Elle est proposée en direct de l'amphithéâtre du Crédit Agricole de Soyaux. Jean-Louis Ney, le président de RCF Charente, est l'animateur de cette table ronde. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Erika. Alors merci de nous Eh bien, passer le relais. Nous sommes donc en direct de l'amphithéâtre de la Caisse régionale de Crédit Agricole de Charente, Périgord à Soyaux, avec une très belle assistance d'une centaine de personnes que je remercie d'être venues. Alors le sujet dont nous allons débattre ce soir est d'actualité puisque nous allons parler de ce qui change pour les entreprises avec la nouvelle donne politique, alors que les ordonnances Macron ont été présentées en Conseil des ministres vendredi et publiées au JO dès ce week-end. Donc il n'y a pas eu de temps perdu. Un certain nombre de mesures sont d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, déjà en vigueur. C'est incroyable, c'est record battu. Alors, pour en parler, nous avons autour de la table Monsieur Laurent Martin, directeur général du Crédit Agricole Charente-Périgord. C'est lui qui nous accueille chez lui et nous l'en remercions. Bonsoir Monsieur Martin. Bonsoir Jean-Louis. Nous avons également Monsieur Henri de Pracontal, qui est le président du club des donateurs de RCF Charente. Bonsoir Monsieur de Pracontal. Bonsoir Jean-Louis. Et Monsieur Philippe Sutre, président de l'Union patronale de la Charente, qui co-organise cette soirée avec le Crédit Agricole et avec le Club des donateurs de la Charente. Bonsoir Monsieur Sutre. Bonsoir Jean-Louis. Nous avons Christian Brachet, avocat d'affaires, patron du groupe Fidal à Angoulême. Bonsoir Monsieur Brachet. Bonsoir Jean-Louis. Et enfin, un autre Christian Aubin, économiste, professeur à l'Université de Poitiers. Bonsoir Monsieur Aubin. Bonsoir Jean-Louis. Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas de grands conférenciers, de personnes qui sait tout, venues de très loin. On a autour de la table des gens de terrain, des experts, chacun dans leur domaine, et des praticiens. Et ils sont, du fait de la diversité de leur parcours, de leurs expertises, ils n'ont pas forcément le même avis sur les changements en cours. Ce qui m'amène directement à ma première question. Qu'est-ce qui, pour vous, semble plus important à retenir dans cette nouvelle donne, pas seulement au niveau des ordonnances travail, mais aussi des évolutions fiscales et autres, car on a le sentiment quand même, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors, peut-être d'abord vous, Monsieur Martin. Oui Jean-Louis, alors vous venez de le dire, il y a beaucoup de choses qui bougent effectivement. Je vais commencer par la fiscalité et ensuite par les lois travail. Sur la fiscalité, au-delà de la panoplie des mesures qu'a pris le gouvernement, à la fois au bénéfice des entreprises ou au bénéfice des épargnants, on va essayer peut-être de donner un petit peu ce qui me semble ressortir de majeur ou véritablement de ligne conductrice au final à ces différentes réformes sur la fiscalité. La première, c'est peut-être de donner un cadre juridique fiscal stable et une perspective à 5 ans. Ce qui, au final, manquait depuis longtemps avec une instabilité, justement, assez caractérisée en France de cette fiscalité, qui était parfois un sujet, notamment pour les entreprises et parfois pour les entreprises étrangères, en termes d'investissement dans notre pays. Le deuxième point, c'est la réduction du coût de travail. Je crois que l'une des volontés, c'est de donner de la performance aux entreprises, de redonner de la performance aux entreprises. Et c'est là qu'on va retrouver des mesures, évidemment, comme la baisse de l'impôt sur les sociétés, substantielle, hein, passer de 33% à 25%, même si l'horizon est dans quelques années. C'est une baisse qui est importante et évidemment, ça participe à redonner de la compétitivité aux entreprises. Le troisième point, c'est sans doute de favoriser l'investissement dans les PME et les entreprises. Et là, pour le coup, la réforme à la fois de l'ISF, mais aussi la réforme de la fiscalité de l'épargne, qui au final va favoriser l'investissement dans les valeurs mobilières et donc dans les actions des entreprises, sont là aussi des réformes qui vont favoriser cet investissement dans les entreprises. Et au final, si je devais le caractériser, favoriser plutôt un épargnant qui justement va investir dans le tissu économique qu'un épargnant qui va investir dans du patrimoine et devenir un peu un rentier d'une certaine manière. Donc c'est une orientation très forte pour le coup de la réforme de la fiscalité de l'épargne, dont on reviendra sans doute tout à l'heure un peu plus en détail. Le quatrième point, c'est redonner aussi du pouvoir d'achat. Alors, ça peut être contesté, mais au final, la réforme sur la taxe d'habitation donnera comment dirais-je, un pouvoir d'achat supplémentaire à une partie de la population, notamment la population qui paye
peu ou pas d'impôts. Et on pourrait aussi prendre l'exemple de la baisse des cotisations, qui là aussi est un élément qui permettra au final de redonner du pouvoir d'achat. Alors, la contrepartie à ça, c'est évidemment la hausse de la CSG, mais évidemment, l'ensemble de ces réformes, elles se font dans le cadre, au final, de finances publiques qui sont contraintes et d'une réalité qui est que ces finances publiques sont très dégradées depuis de très nombreuses années et qu'au final, les marges de manœuvre des gouvernements successifs, mais de celui-ci aussi, sont quand même extrêmement contraintes. Donc, il y a, je crois, véritablement, là aussi, une volonté de favoriser, encore une fois, de redonner du pouvoir d'achat, mais encore une fois, avec cette contrainte de la finance publique qui ne permet pas de tout faire ou de faire n'importe quoi. Et puis, le dernier point, c'est sans doute de favoriser la transition écologique. Alors, c'est peut-être moins évident, mais il y a quand même quelques mesures comme l'alignement du prix du diesel avec le prix de l'essence ou la prime à automobile qui va être réformée ou des éléments de défiscalité sur les investissements énergétiques qui favoriseront cette transition écologique, qui font qu'au final, là aussi, on a quelques éléments qui favoriseront cette transition écologique. Et pour le coup, c'est sans doute aussi une lecture intéressante à faire de cette loi. Donc vous voyez, là, on a uniquement parlé de la partie fiscale. Et encore, on n'a pas détaillé aucune des mesures. Si on doit parler des lois travail, là, pour le coup, quand on regarde ces lois travail, c'est vraiment une multitude, au final, de mesures qui sont prises, qui concernent l'ensemble du Code du travail, que ce soit le temps de travail, que ce soit les heures supplémentaires, que ce soit les congés, que ce soit la prédominance donnée à la négociation des accords d'entreprise par rapport aux accords de branche, que ce soit le contrat de travail lui-même avec le CDD et la réforme sur le CDD et la possibilité demain d'ouvrir le CDD projet, que ce soit sur les indemnités prud'homales en cas de licenciement, voire le cadrage même des recours dans le cadre de ces licenciements, de manière au final à sécuriser un certain nombre de ces transactions. Et c'est peut-être, si je devais retenir et conclure sur ces lois travail, encore une fois peut-être en y revenant tout à l'heure, c'est peut-être de chercher à donner de la souplesse véritablement aux entreprises, à donner un cadre qui là aussi est un cadre plus sécurisé et à ramener en local, au niveau des entreprises, une partie de la négociation. Et là aussi, c'est une transformation qui me semble une transformation et une innovation importante. Alors merci Monsieur Martin, vous avez raison, les ordonnances, c'est une série de très très nombreuses mesures dont on a essayé de faire la liste sur le document qui a été remis aux participants à cette réunion et que nos auditeurs pourront télécharger éventuellement s'ils le veulent sur notre site internet rcfcharente.fr. Alors peut-être le chef d'entreprise que vous êtes, Monsieur de Pracontal, a une vision différente de celle du banquier. Oh, je suis toujours d'accord avec mon banquier. Vaut mieux. Au-delà, et de chacune de ces mesures, c'est difficile de dire laquelle est essentielle. Moi, je vais me situer sur un autre plan. Je pense que l'important, c'est de redonner une confiance qui s'est évaporée dans le pays aux entrepreneurs, aux investisseurs français et étrangers. Et pour moi, la méthode et le tempo qu'on a vu dans ces discussions sur les ordonnances a été remarquable. C'est une DRH qui est ministre des Relations sociales. Elle a parfaitement mené ce dialogue. Il a été secret. Il n'y a pas eu de communication pendant les négociations, alors que d'habitude, chacun prend la parole et s'adresse à la presse et aux médias avant de s'adresser à ses interlocuteurs. Et je pense que sur la méthode, c'est de très bon augure parce que derrière, il y a des tas d'autres sujets qui vont arriver, les retraites, la formation, etc. Donc pour moi, l'essentiel, si je puis me permettre, c'est la méthode. Merci. Une méthode peut-être à retenir pour la suite, les autres réformes à venir. Alors, Monsieur Sutre, vous êtes le président de l'Union patronale de la Charente. Vous avez peut-être un point de vue qui est plus proche des petites entreprises. Et donc, la partie négociation, il y a quand même tout un élément de libéralisation pour les petites entreprises qui est important pour vous. Oui, effectivement, moi je pense qu'il y a une philosophie du dialogue social qui est en train de changer, avec justement la prédominance des négociations de terrain
au niveau des TPE, des PME. Les accords de branche et les accords d'entreprise deviennent possibles. On a une simplification de la représentativité des institutions représentatives du personnel. On va avoir des interlocuteurs qui seront, je pense, formés également. Donc ce sera beaucoup plus simple au niveau du dialogue. On va avoir un peu moins de dogmatisme, un petit peu plus de dialogue et un petit peu plus de terrain qui va coller aux vrais besoins de nos entreprises. Deuxième point, ça a été dit déjà, mais il y a une sécurisation du contrat de travail qui semble se mettre en route, avec la prévalence du fond sur la forme. Au niveau des prud'hommes, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de conflits aux prud'hommes qui ne sont pas jugés sur le fond, qui sont simplement jugés sur un petit écart de procédure. Il y a le plafonnement des dommages et intérêts. On va avoir des outils de simplification pour les TPE, les PME au niveau du CERFA. Alors tout ça, ça donne un peu plus de lisibilité, un petit peu plus de capacité à anticiper les coûts pour les chefs d'entreprise en cas de conflit. Et puis, ça nous permet également de nous adapter de façon plus simple, de façon un petit peu plus rapide et surtout de façon plus sécurisée, comme je l'ai dit. Il y a un troisième point qui est également extrêmement important, et vous l'avez dit, Henri de Pracontal, c'est la volonté de réforme du gouvernement et la volonté de réforme rapide, avec la loi travail, bien sûr, mais il y a également la formation professionnelle, les retraites et la réforme fiscale, bien entendu, qui vient compléter tout ça. Donc, au niveau ce sont quand même les chefs d'entreprise qui embauchent. Et au niveau de la confiance des chefs d'entreprise, on a un certain nombre d'éléments qui se mettent en place et qui vont sans aucun doute dans le bon sens. Alors je vois que les deux chefs d'entreprise apprécient la méthode. C'est intéressant à noter. Mais donc cette méthode rapide, est-ce que l'avocat réagit pareil, puisque la rapidité fait pas toujours bon ménage avec la justice? La justice et je parlerai plus précisément de la fiscalité, puisque aujourd'hui, en matière fiscale, nous avons un projet de loi de finances qui devrait sortir dans les jours qui suivent. Donc on en aura le contenu plus précisément dans quelques jours. Mais ce qu'on peut dire surtout, c'est que la volonté manifestée et politique est à la fois d'améliorer la compétitivité de notre territoire, puisqu'on a entendu pendant des années que la France n'était pas un pays attractif, qu'on parlait de matraquage fiscal. Donc ça, c'est un élément important. Et ensuite, nous, en tant que praticiens, nous demandons souvent qu'il y ait une certaine sécurité fiscale, juridique, puisque les textes changent sans arrêt. Donc, dans les principales mesures fiscales qu'on devrait nous présenter, ça a déjà été évoqué, la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés qui passerait de 33% à 25% à un horizon de 5 ans. Bon, l'objectif, c'est justement de s'harmoniser avec les dispositions européennes. La refonte complète de la fiscalité du capital, enfin du patrimoine mobilier, là on va dans le sens de la simplification, puisque l'objectif, c'est d'arriver en matière d'impôt sur le revenu à une imposition à 30%, contribution sociale incluse sur les intérêts, sur les plus-values de cession de droits sociaux et sur les dividendes. Donc nous aurions un taux unique, et ça c'est un élément quand même important, qui devrait également assurer cette lisibilité au niveau de la fiscalité, puisque l'objectif aussi qui a été rappelé, c'était d'inciter les exilés fiscaux de revenir en France. Bon, ça aussi c'est un élément qu'il faut souligner. Alors ensuite, on a une autre réforme qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, qui deviendra un impôt de solidarité sur la fortune immobilière, puisque le principe, c'est de réorienter l'épargne sur du patrimoine plus à risque, parce que l'immobilier est considéré comme une rente. Bon, je pense que le terme est excessif, parce que je pense que quand on investit aussi dans l'immobilier, on prend des risques. Mais voilà, il y a cette volonté politique qui, en tous les cas, est affichée et qui devrait permettre d'avoir ce taux d'imposition relativement faible. On a beaucoup d'incertitudes en matière d'ISF, sur le patrimoine professionnel, sur les liquidités dans des sociétés, etc. Bon. Mais au moins, on va dans le sens de cette harmonisation et cette simplification. Merci, M. Brachet. On reviendra en détail sur chacune de ces mesures.
Alors peut-être pour terminer ce tour de table, on va demander à Christian Aubin comment dire, prendre du recul. Vous n'êtes pas directement dans l'entreprise, vous n'êtes pas directement le banquier qui les finance. Par contre, vous les observez. Et moi, j'ai l'impression, notamment en entendant M. de Bracontal et M. Sutre, qu'il y a quand même un côté psychologique important là. On a l'impression qu'il y a quand même un signal qui a été donné et qu'au-delà du détail des mesures, c'est le sens qui est donné, le mouvement qui est impulsé qui compte. Alors, effectivement, je pense que ce ressenti est important. Il montre bien qu'il y a un effort. Alors que moi, je salue également, alors avec ma casquette d'économiste, c'est-à-dire il y a vraiment une reconnaissance de la nécessité de s'attaquer au côté offre du modèle économique, parce que c'est là qu'il y a vraiment des difficultés qui se manifestent de façon multiple. Alors ça se manifeste sur le marché du travail, puisqu'on sait bien qu'on a un taux de chômage qui est énorme et qui n'est jamais redescendu en dessous de 7% depuis des décennies, ce qui est énorme quand on compare avec d'autres pays. Alors les économistes, enfin au moins certains économistes préfèrent raisonner en termes de taux d'emploi, parce que ça évite certains problèmes sur la mesure du chômage. Mais quand on compare les données de taux d'emploi de la France par rapport aux autres pays de l'OCDE, la France est toujours située dans les pays ayant le plus faible taux d'emploi, notamment sur les catégories jeunes et sur des catégories plus âgées. Donc on voit bien qu'il y a un problème sur l'emploi, un problème qu'on retrouve aussi à travers un certain nombre d'enquêtes sur le mal-être au travail, parce que quand on regarde le ressenti des travailleurs, il y a une sensation de quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et puis un autre élément qui montre bien le problème côté offre, c'est la compétitivité. Quand on regarde malheureusement le solde extérieur du commerce français, alors évidemment, quand on est en Charente, les choses sont peut-être un peu différentes parce que la Charente fait partie de ces régions exportatrices grâce à un secteur, bon, le secteur du cognac. Mais quand on regarde les chiffres globaux, la France est déficitaire sur son commerce extérieur de façon importante et avec quasiment toutes les parties du monde. On sait qu'avec certains pays, on peut comprendre le déficit, mais la France est déficitaire dans ses échanges avec ses partenaires européens. Et donc là, on ne peut pas accuser ni l'euro, ni quoi que ce soit. Donc il y a vraiment un problème de compétitivité, de capacité, du côté offre. Et je crois que l'important, enfin, à travers tout ce train de réforme qui est entamé, qui est annoncé, c'est effectivement de s'attaquer au côté offre du modèle de façon forte. Donc là, je dis bravo, et j'aurais envie de dire, les réactions des chefs d'entreprise, je pense, montrent bien qu'on a ici touché du doigt quelque chose d'important. Alors après, est-ce que c'est suffisant ? Là, on peut toujours dire qu'il y aurait des choses à faire, il faut aller plus loin, parce qu'il reste encore quand même des défis importants. Alors, il y a un défi énorme pour la France spécifique, c'est la dette publique. On a encore une dette publique qui est énorme. Croisez les doigts que les taux d'intérêt ne remontent pas trop vite. Parce que si les taux d'intérêt remontent trop vite, monsieur le banquier, vous savez que ça va poser des problèmes à tous les gens qui sont endettés, et notamment à l'État français. Donc, c'est quelque chose d'important. Et si on a une dette très élevé, c'est parce qu'on a un niveau de dépenses record. Là encore, si on compare avec les pays de l'OCDE, la France est en tête en termes de taux de dépenses par rapport au PIB. Et c'est parce que ces dépenses sont très élevées qu'on a aussi une fiscalité qui est très lourde. Donc, réduire la fiscalité, notamment sur les entreprises, sur le capital, c'est bien, mais ça veut dire qu'en face, il faut réduire aussi les dépenses, parce que sans ça, on n'arrivera pas à tenir. Alors quand j'entends notre ministre, alors là je vais jouer un peu l'avocat du diable, quand j'entends un ministre qui nous dit « Ah, on nous annonce plus de croissance, donc on pourra faire moins d'économies que ce qu'on avait prévu », ça me fait peur, parce que je me dis « Attention, on commence à retomber dans un travers qui est une solution de facilité ». Et c'est vrai qu'en période de reprise, il est plus difficile d'expliquer aux gens que les choses vont bien, donc on resserre un peu. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc voilà, c'est un petit peu. Et puis après, il y aurait d'autres enjeux plus larges. Mais pour le marché du travail, c'est important. Les problèmes de migration. Les mouvements de migrants sont importants, ça pose des tas de problèmes sociaux, mais ça va se poursuivre. Quand on parle des migrants climatiques, on en aura. On ne peut pas s'empêcher de les faire rentrer. Ça peut être une chance, à condition qu'on ait un marché du travail capable de les absorber et capable de tirer profit de ce qui est une richesse, en fait, une capacité de travail, une main-d'œuvre qui arrive, c'est quelque chose d'important. Et puis il y a un autre défi majeur que j'ai compris, RCF relève aussi, c'est la digitalisation. La réforme du numérique et de la digitalisation fait qu'on considère que d'ici 10-15 ans, la moitié des métiers auront complètement changé et qu'il y a des tas de métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui seront apparus.
Et donc là encore, il faut avoir un marché du travail qui soit capable de réagir à ces défis qui sont des défis énormes. Si on ne le fait pas, on retombera dans nos travers anciens. Donc, voilà. Merci, Monsieur Aubin. J'ai envie de rebondir tout de suite sur un des propos que vous tenez tout à l'heure et qui a fait réagir Monsieur Martin, l'évolution des taux. On voit bien que la réserve américaine va changer sa politique, elle l'a annoncé, et qu'à la BCE, ils se disputent en ce moment pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, quel est votre pronostic, vous? Comment ça va évoluer à moyen terme? Écoutez, pour reprendre les propos de Christian, c'est sûr que si on le regarde avec la focale de la dette publique, on a intérêt à garder des taux durablement bas parce qu'effectivement, ça bénéficie au déficit public, si j'ose dire, en réduisant ce déficit d'autant et de la charge de la dette. Ce qu'a fait l'État sur les dernières années, en restructurant sa dette et en bénéficiant de ces taux, à la fois sur le stock de dette qu'il portait et à la fois sur la dette qu'il va chercher sur les marchés. Donc, d'une certaine manière, pour l'État comme pour les entreprises, on a intérêt effectivement à garder des taux bas. On voit d'ailleurs que cette reprise dont on parle, elle n'est pas virtuelle pour le coup. Si je prends uniquement un exemple au niveau de ma caisse régionale, en 2014, nous faisions 1 milliard de crédits sur nos territoires de Charente et de Dordogne. Et cette année, on va faire 1,7 milliard de crédits sur les deux départements. Et ça a été progressif. On a fait 1,3 milliard en 2015, on a fait 1,5 milliard en 2016 et on fera 1,7 milliard en 2017. Donc vous voyez que ces taux bas ont bénéficié à tous les secteurs économiques. Ce sont tous les secteurs économiques qui ont bénéficié de ces taux. Donc d'une certaine manière, c'est vrai que la conjoncture aujourd'hui permet de faire des choses qu'elle ne permettait pas de faire d'il y a encore 3 ou 4 ans. Et je pense que c'est aussi un des avantages, et j'espère qu'ils pousseront au plus loin cet avantage, qu'a le gouvernement actuel, c'est-à-dire qu'il arrive dans une situation où il y a une reprise qui s'est amorcée, il a un contexte et un environnement, pas seulement politique, qui est plus favorable qu'il n'était il y a 3-4 ans. Et je pense qu'il a intérêt, effectivement, au-delà de la méthode, à poursuivre ces réformes qui vont aller au-delà du Code du travail ou de la fiscalité. Je pense que c'est parmi les pierres importantes à l'édifice que veut construire Emmanuel Macron, mais on sent bien qu'il y aura des besoins de réformes sur d'autres chantiers que ces chantiers-là. Ce qui est important, peut-être aussi, au final, c'est comment on va mesurer la réussite, au final, de ces réformes. Je pense que l'indicateur principal, c'est la création d'emplois. Si la France, effectivement, se réindustrialise, et ça prendra du temps, si les entreprises retrouvent de la compétitivité par rapport à leurs concurrents, si nos marchés s'ouvrent au marché externe, c'est-à-dire qu'en clair, on exporte davantage, et si il y a une traduction en emploi, parce que la reprise que nous avons et que nous sentons depuis 2-3 ans n'a pas encore eu véritablement de traduction sur l'emploi, en clair sur la baisse du chômage. Si au final, ces réformes, que ce soit les réformes fiscales, celles sur le marché du travail et les autres peut-être à venir, nous permettent effectivement d'avoir une baisse du taux de chômage, je pense que ça ouvrira là encore de nouvelles perspectives pour le pays. Et pour le coup, ça sera une vraie lecture positive de ce qui a été mis en place. Et pour le coup, en tant que chef d'entreprise, nous avons une responsabilité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement bénéficiaires de ces lois, nous devons aussi, d'une certaine manière, faire le pari, qui est ce pari du redressement, qui est cette pari au final de la relance, et donc jouer aussi le jeu en termes d'emploi. Un appel aux chefs d'entreprise, donc, à jouer le jeu. Monsieur le Pracontal, vous vouliez réagir ? Pas sur les taux d'intérêt, ça je laisse ça aux spécialistes. Non, je voulais dire qu'il y a un volet, il y a beaucoup de volets favorables aux travailleurs. On parle des entreprises, et ce qui est favorable pour nous, chefs d'entreprise, ou pour les entreprises, mais il y a, j'en citerai 3. 1, la reconnaissance du télétravail. On parlait tout à l'heure du numérique. Eh bien maintenant, les salariés pourront demander de faire du télétravail chez eux et le chef d'entreprise devra argumenter pour le refuser. Donc la preuve est inversée, je dirais. Donc ça, c'est une reconnaissance qui va changer assez considérablement les relations au travail. La deuxième chose, c'est qu'il y avait
un flou sur les indemnités de licenciement, et ça c'est normalisé. Il y a une augmentation d'abord du barème classique, et puis un plafonnement ensuite. Ceci enlève de l'insécurité juridique et des aléas qu'on avait. On ne savait jamais si on avait un conflit, en allant au prud'homme, qu'est-ce qui allait nous tomber dessus. Donc c'est aussi favorable aux salariés d'avoir quelque chose qui est cadré, je dirais. Et la troisième chose, c'est que les branches sont bien le lieu de dialogue principal sur beaucoup de sujets. Oui, il y a un dialogue social dans l'entreprise, mais les branches ont le monopole sur, en particulier, les salaires minimaux, la formation, etc. Donc ça va dans le sens de la sécurité des travailleurs. Flexi, sécurité, il faut les deux. Alors, si je comprends bien ce que vous dites, il y a peut-être une bataille de communication, parce qu'actuellement, le sentiment dominant est que toutes ces mesures qui sont prises sont des mesures pour les entreprises. Et peut-être même que c'est intéressant qu'au niveau de chaque entreprise, on puisse argumenter pour dire oui, et ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour l'emploi, etc. Mais également, il y a des mesures très concrètes et immédiates, genre effectivement baisse des cotisations sociales, des exemples que vous donniez, et des choses comme ça qui vont profiter directement, qui amènent d'ailleurs peut-être à mettre un petit bémol à ce que disait M. Aubin, qui parle d'une politique de l'offre. Il y a une petite dimension politique de la demande, puisqu'il y a une redistribution à ce niveau-là. Si je pouvais rester avec vous, M. de Pracontal, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure aussi, je voulais poser une question sur vous qui exportez la tonnellerie Taransaud, vous êtes à l'international. Qu'est-ce que concrètement ces mesures vont vous apporter en termes de compétitivité et de développement? Est-ce que ça va vraiment avoir une incidence? C'est difficile à dire parce que nos concurrents sont à 90% français, hein, donc on est tous dans le même bateau. Donc on va être tous alignés, je dirais. On ne va pas être plus compétitifs. Les principales tonnelleries au monde sont en France et on a racheté des tonnelleries aux États-Unis. Donc je dirais que là, on n'a pas de concurrents en Allemagne ou en Espagne significatifs. Donc je dirais que la compétitivité de la tonnellerie ne va pas s'en trouver bousculée. En revanche, tout l'environnement est favorable, la fiscalité, le droit du travail. Je vous citerai juste une anecdote, ou peut-être, mais qui pour nous est très importante, c'est la réglementation sur les poussières de bois. Elle est extrêmement, je dirais, serrée et sévère en France. On n'a pas le droit d'avoir plus de 1 milligramme par mètre cube de poussière, parce que l'abondance de poussière peut créer un risque cancérigène à haute dose. Bon, l'Europe, 5. Les États-Unis, 11. Donc nous sommes aujourd'hui en France dans des réglementations qui souvent sont extrêmement contraignantes pour les industriels. Donc si on veut maintenir l'industrie en France, je dirais qu'il faut regarder ce qui se passe en Europe et être compétitif à tous les points de vue, pas seulement fiscal, mais au point de vue réglementaire également. Alors, est-ce que je peux poser la même question à M. Sutre au niveau des entreprises, notamment celles qui exportent, puisqu'il s'agit bien de restaurer la compétitivité? Est-ce que vous pensez réellement que concrètement, va y avoir un effet sur la compétitivité et en quoi va y avoir cet effet? Il y a effectivement des effets sur la compétitivité, mais il faut aller un petit peu plus loin également. Quand on parle de réforme fiscale, en France, on taxe la production au lieu de taxer le résultat. Donc il faut aussi harmoniser, aller dans le sens de l'harmonisation par rapport à nos concurrents européens, entre autres, au niveau de ce système de taxation. On a les charges sociales les plus élevées, on est champion d'Europe des charges sociales. Donc effectivement, il faut répartir différemment les prélèvements pour donner de la compétitivité, baisser le coût du travail et puis donner un petit peu plus de latitude aux chefs d'entreprise pour aller se positionner sur des marchés qui aujourd'hui sont difficilement accessibles. Je vais être un peu plus précis et peut-être aller dans les mesures qui viennent d'être prises. Par exemple, il y a la baisse d'1 point du CICE, donc on n'est pas sur une logique d'allègement du coût du travail. C'est pour ça que je vais vous faire... Aujourd'hui, la baisse d'1 point du CICE, c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises. D'autant plus que ça va se compléter par des mesures complémentaires qui, par le jeu de la participation, vont faire encore pas loin d'1 point supplémentaire de charges pour l'entreprise. Donc effectivement, ce point-là est un point où on est quand même assez déçu techniquement.
il faut qu'il soit complété par d'autres mesures. On va rester prudent parce qu'il faut quand même rentrer dans le détail des décrets qui seront publiés et on ne sait pas à la marge encore ce qui va pouvoir être notifié. Oui, et on ne sait pas ce qui se passera l'année prochaine quand ça sera transféré sur des baisses de charges pérennes. Peut-être on retrouvera ce point-là. Ce qui amène peut-être M. Brachet à réagir parce que lui, j'imagine, vous allez le dire, le problème c'est quand même bien la stabilité du cadre réglementaire. Oui, juste pour compléter ce que vous avez dit, le CICE, la suppression qui est annoncée du CICE en 2019, je crois, et qui serait remplacée par une diminution de charges. Il y a un aspect justement de la fiscalité qui était important, puisqu'aujourd'hui, le CICE, c'est un crédit d'impôt qui n'est pas imposable fiscalement. De telle sorte que les entreprises qui, en 2019, verront leurs charges patronales diminuer, elles vont mécaniquement augmenter le bénéfice net et forcément, elles paieront plus d'impôts. Donc il y a cette déperdition fiscale, c'est un petit peu technique, mais enfin, il faut l'évoquer, c'est un élément important qui corrobore ce que vous dites. Alors après, sur la sécurité fiscale d'une manière générale, on l'a évoqué, c'est vrai que nous sommes, même si c'est en tant que conseil, c'est un peu notre fonds de commerce, c'est vrai, puisque plus les textes sont compliqués, mieux c'est pour nous. C'est ce qu'on entend assez souvent d'ailleurs de la part de nos clients et des acteurs. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des limites parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine incertitude. Et un exemple concret, puisqu'on nous a annoncé une réforme des plus-values, il y a un dispositif aujourd'hui qui existe en matière de plus-value pour les dirigeants qui vont prendre leur retraite, avec un mécanisme d'abattement, 85%, enfin je passe tous les détails. Et ce texte arrive à expiration le 31 décembre 2017. Donc dans les mois qui suivent, il devrait être remplacé par le nouveau dispositif qui a été annoncé. Donc ça va nous laisser un délai extrêmement court. Voilà, bon, c'est un exemple, hein, mais il y en a tellement d'autres. Alors, je vais peut-être revenir vers M. Aubin pour revenir sur ce problème de la dimension psychologique des mesures qui sont mises de la politique qui est mise en œuvre actuellement. Parce qu'on voit bien, quand on rentre dans le détail, il y a des plus et il y a des moins. On parlait tout à l'heure du contexte contraint des finances publiques. Manifestement, quand on baisse les cotisations des salariés, on augmente la CSG des retraités, etc. Donc, est-ce que quand même, là, on n'est pas... J'en reviens à mon idée de bataille de communication. L'économie est en fait notamment de confiance et d'optimisme ou pas, ou de pessimisme. Est-ce que c'est pas ça l'enjeu aujourd'hui, plus que les mesures concrètes? C'est un enjeu, c'est sûr que c'est un enjeu. Et pour l'instant, je dirais que ça démarre pas trop mal. Mais ça n'est pas que ça. Je ne pense pas que ce ne soit que de la communication. Il faut qu'il y ait en même temps, sur le fond, des mesures. Et il y a quand même des mesures qui accompagnent, qui font que cette communication passe bien. Je pense que s'il n'y avait pas les mesures qui, d'une certaine manière, redonnent confiance aux chefs d'entreprise, on n'aurait pas cet effet positif, effectivement, de ressenti, alors qui est amplifié. Mais c'est pour ça que tout à l'heure je disais, il faut faire attention. On n'est pas au bout on n'est pas au bout de la route. Il ne faudrait pas qu'il y ait des revirements, parce que la confiance, ça se gagne, mais ça peut se perdre aussi très vite. Et je dirais que si on a des retours, on a 2-3 décisions qui sont prises un petit peu à contre-temps, ça peut tout recasser. Et on peut se dire, après tout, ça y est, on est reparti. Alors, on nous a annoncé un programme sur l'ensemble du quinquennat, sur la baisse des impôts, etc. Bon, il faut que ce soit tenu et il faut que, justement, on ait régulièrement ces étapes qui montrent bien qu'on respecte le calendrier annoncé. Si on ne le fait pas, et c'est pour ça que je disais que la déclaration du ministre du Budget disant avec la croissance, on va pouvoir faire moins d'économies que ce qu'on avait annoncé au départ, je dis ça fait peur. Ça fait peur parce que ça veut dire finalement on est prêt à, au dernier moment, changer un petit peu. Il ne faudrait pas que s'il y a un autre événement alors bon ou mauvais, qui arrive, on se dise au vu de cet événement, finalement on va encore changer le calendrier parce que si on le fait trop souvent, au bout d'un moment c'est la confiance complète qui va partir. Et là ça peut devenir embêtant. Surtout si on n'a pas sur le fond engagé des choses encore très fortes, parce que ça reste encore des réformes relativement modestes. Quand on regarde certains projets de réforme ou certaines propositions de réforme
d'économistes sur le droit du travail, et les propositions défendues par exemple par Jean Tirole, qui est le prix Nobel d'économie français, vont beaucoup plus loin que ce qui a été fait, puisque lui, il envisage une refonte complète du contrat de travail pour refaire sur une véritable fusion entre CDD et CDI, avec des systèmes de contrats progressifs, avec des systèmes de sécurité, des systèmes de responsabilisation. Il a une idée qui est assez intéressante, c'est ça qu'on ne retrouve pas, c'est de faire jouer les incitations en disant il faut protéger, il faut pas actuellement on a un système qui protège l'emploi, en fait il faut protéger le travailleur. Et dans les propositions qui sont faites par lui et pas par d'autres, c'est de dire en fait il faut pénaliser l'entreprise qui licencie. Mais il faut que cette pénalité qu'on fait payer à l'entreprise qui licencie, elle bénéficie aux entreprises qui ne licencient pas sous forme de baisse de charges. Donc il faudrait qu'il y ait une espèce de pot commun qui est abondé par les pénalités payées par ceux qui licencient et qui est diminué, les autres peuvent à ce moment-là en bénéficier à chaque fois. Et en même temps, alors ils complètent ça avec l'idée que la pénalité qu'on demanderait, elle serait calculée en fonction du temps mis par le travailleur à retrouver un emploi. Ce qui serait une incitation pour l'entreprise, alors peut-être à réduire les licenciements, mais aussi à former et à insister sur la formation des travailleurs de façon à ce que lorsqu'on va le licencier, on soit sûr qu'il va retrouver rapidement un emploi. Donc il y a tout un tas d'idées que défendre. Alors évidemment, ça reste au niveau pour l'instant de modélisation théorique plus ou moins développée. Certaines propositions ont fait l'objet de développement un petit peu plus pratique, enfin de formulation un peu plus pratique. Il y a quelques expériences qui ici ou là existent et sont mises en pratique dans certains pays, mais c'est pour dire qu'on peut aller encore beaucoup plus loin là-dedans. Et je pense que moi, je vois ça comme étant une étape, une première étape. On redonne confiance et il y avait besoin de faire cette étape-là. J'espère qu'on va continuer dans le même sens. On ne va pas changer en cours de route. Henri de Pracontal. Oui, pour les petites entreprises, il y a des points très bloquants qui demeurent et qui devront être attaqués, je dirais, qui sont les seuils à 10 effectifs. Il y a subitement toute une série de contraintes, délégués du personnel, etc. Or, beaucoup d'entreprises restent à 9. Il y a un autre seuil qui est à 50. Beaucoup d'entreprises restent à 49. Donc, si on peut atténuer les effets de seuil, les lisser, donner du temps aux entreprises pour les passer, ça serait bénéfique. Et un deuxième gros point bloquant, c'est qu'en dépit de toutes ces ordonnances, le Code du travail, il reste très, très épais et dissuasif, je dirais, pour des investisseurs étrangers. Il y a encore de la route à faire, comme disait M. Aubin. Alors, M. Martin, vous nous disiez tout à l'heure, moi ça m'a étonné, que votre distribution de crédit avait augmenté de 70% en 2 ans, 3 ans, 3 exercices. Est-ce que depuis le mois de juin, vous avez senti un changement de climat chez vos clients entreprises? Est-ce que vous avez senti un redémarrage de l'envie d'investir ou quoi que ce soit? Et si oui, dans quel secteur? On le ressent avant le mois de juin, on le ressent depuis 1 an environ. Il y a eu véritablement, à partir de la mi-année 2016, un redémarrage des investissements des entreprises. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les entreprises ont eu une visibilité sur ces fameux taux et ont vu que durablement, en tout cas sur les années à venir, les taux allaient rester bas, certains projets d'investissement qui avaient été retardés d'une certaine manière ont ressurgi. Et je dirais même que pour d'autres, et notamment pour les entreprises qui se portaient bien, il y a eu une accélération dans un certain nombre d'investissements. Et on le voit aujourd'hui, à la fois à travers la dette qui est levée, mais aussi dans les résultats des entreprises. C'est-à-dire que pour le coup, on sent que les carnets de commandes, les chiffres d'affaires sont en progression, et on le voit à travers des indicateurs qui sont des indicateurs baldeux sur la notation des entreprises. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui nous permettent à nous, banquiers, d'évaluer au final la santé financière des filières économiques. On sent qu'effectivement, ces ratios s'améliorent, et petit à petit, mais on commence à avoir quelques premiers impacts qui sont des impacts positifs. Il faut, encore une fois, être prudent, mais là encore, comme on le disait au tout début, je crois que ces lois donnent de la visibilité, que ce soit tant sur la fiscalité
que sur l'aspect du marché de travail, elles ouvrent une visibilité à 5 ans. C'est pas pour rien d'ailleurs que si on prend uniquement la baisse de l'impôt sur les sociétés, comme le disait Christian, passer de 33 à 25, c'est à une échéance des 5 ans, c'est-à-dire au final du quinquennat. Pardon. Et donc on sent qu'il y a une volonté justement de donner cet horizon et de donner cette sécurisation. Et je pense qu'on en avait besoin, les chefs d'entreprise en avaient besoin pour justement consolider cette reprise. Là où, pour le coup, par rapport aux différents débats, moi je considère véritablement que, et même s'il y aura probablement des étapes à venir sur ces réformes, que ces réformes sont un plus pour les entreprises, véritablement. Je pense qu'on ne peut pas se projeter en disant que l'impôt sur les sociétés va baisser de 33 à 25, que l'impôt sur les dividendes et les 3% va disparaître, que le CICE est transformé en baisse de charges patronales jusqu'à 6 points quand même pour certaines tranches de salaire, en tout cas les plus faibles, jusqu'à 2,5 fois le SMIC, sans quand même considérer qu'il y a véritablement une volonté de favoriser au final l'entreprise et au final d'aller vers, pour financer ces mesures-là, vers une fiscalité de l'épargne plus forte, vers une fiscalité sur l'immobilier plus conséquente aussi, mais d'une certaine manière de donner aux entreprises un élément de compétitivité qui est plus fort. Alors, encore une fois, ça n'est qu'un élément parmi d'autres. C'est vrai que si on regarde le Code du travail, pour reprendre la partie travail, il reste extrêmement lourd. Mais pour autant, remettons-nous en perspective. Il y a quelques mois, c'était la loi El Khomri. Regardons au final la transformation de la loi El Khomri et ce qu'a provoqué la transformation de la loi El Khomri, et regardons quelques mois plus tard au final ce qu'on propose ici, qui est d'une autre ambition quand même que la loi El Khomri, avec d'autres incidences pour les entreprises. Donc je pense que, encore une fois, la conjoncture n'est pas la même. La conjoncture aujourd'hui et la conjoncture dans un an n'est pas la même. La méthode, et vous l'avez dit, est extrêmement intéressante parce que pour le coup, il y a eu énormément de discussions en amont de la présentation de ces ordonnances et il y a d'une certaine manière l'ouverture, je pense, à de nouvelles réformes sur d'autres sujets. N'oublions pas, on l'a évoqué quand même, que on est, si je le prends sur nos métiers à nous de banquiers assureurs, on est face à des transformations avec la digitalisation et avec la robotisation qui sont considérables. Et donc, au final, il va falloir accompagner les entreprises au-delà des réformes dont on est en train de parler, mais ces réformes participeront probablement à cette transformation. Monsieur Sutre, peut-être sur le même sujet, je peux vous poser la même question et vous pouvez nous dire, vous-même dans votre entreprise et les autres patrons qui adhèrent à l'union patronale, comment vous ressentez ça et qu'est-ce que vous auriez tendance à tenir comme discours vis-à-vis de vos collègues ? Je vais revenir sur un point qu'a cité Laurent. Effectivement, c'est des mesures qui vont s'étaler dans le temps et les résultats de ces mesures, on ne va pas les voir demain, on les verra dans quelques mois, dans quelques années. Et il y a des mesures importantes. Laurent parlait de la digitalisation. Il y a tout un volet de formation professionnelle qu'il faut accompagner. Il y a une réforme qui va être discutée où on a un impérieux besoin d'adapter la formation de nos personnels aux besoins concrets de nos entreprises. Et là, on a un décalage qui est important et qui va faire partie également des défis que l'on a à relever dans les prochains mois, dans les prochaines années. Les entreprises ont des besoins de personnel qualifié et on connaît une multitude de cas où il n'y a pas d'adéquation entre les offres que positionnent les entreprises et les candidatures qu'on peut avoir des différentes personnes. Donc il y a également ce volet-là qu'il va falloir mettre en perspective dans les années qui viennent. L'objectif, je le rappelle, principal, c'est de dire on a 10% de chômeurs, ce qui est complètement aberrant aujourd'hui quand on regarde les autres pays d'Europe. Il faut absolument qu'on descende à 7%. Donc on a un défi extrêmement important. Et moi, j'ai des offres d'emploi sur des régleurs sur presse à injecter, puisqu'on est dans la plasturgie, qui sont toujours actives et où j'attends toujours des CV.
Alors, sur cette formation professionnelle, c'est vrai que c'est l'étape suivante, pour reprendre les propos de M. Aubin tout à l'heure, mais on en parle encore peu. Mais il semble que la volonté du gouvernement soit de réorienter une partie des fonds de formation vers les demandeurs d'emploi. Donc, est-ce qu'on va pas retirer des choses aussi aux entreprises et des marges de manœuvre pour la formation en interne dans les entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte? Alors, il faut être prudent sur ce qui va être proposé. Il faut absolument que la réforme de la formation professionnelle soit calquée sur les besoins. Il faut que ce soit le besoin des entreprises qui tire l'adaptation, la réforme, y compris le financement. Donc là, il faudra être extrêmement vigilant justement sur ce qui va pouvoir se passer sur la répartition des fonds. Alors, Monsieur Brachet, la dimension fiscale, vous êtes avocat d'affaires, donc vous rencontrez beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'elle est vraiment moteur pour les chefs d'entreprise? Parce que ce qui compte d'abord, c'est le marché, évidemment, les carnets de commandes. La dimension fiscale, ça a quelle importance, à votre avis, et quelle puissance de levier elle représente? La dimension fiscale, elle est importante à la fois au niveau de l'entreprise, puisque évidemment, si elle a un résultat, un bénéfice net qui est augmenté du fait de la diminution des charges ou des différentes mesures, elle va investir, elle va diversifier ses activités. Ensuite, sur un plan personnel, parce que derrière les entreprises, nous avons aussi des associés, des dirigeants, des investisseurs, puisqu'on peut aussi évoquer le cas des startups, qui, même si c'est un autre secteur d'activité, mais ce sont des investisseurs qui s'engagent. Et derrière, ce qu'ils attendent, c'est un retour en termes de plus-value, en termes de revenus. Donc la fiscalité est forcément un élément important, qui n'est pas le seul, mais qui est un élément important. Alors après, sur un autre sujet, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Je participais il y a quelque temps à une conférence de Luc Ferry, qui était invité par la Fédération française du bâtiment. Et justement, il indiquait que avec la digitalisation, l'informatisation, des métiers entiers allaient disparaître. D'où la nécessité d'être à même de pouvoir former ces personnes et aujourd'hui s'habituer à changer se former en tous les cas pour changer de métier, apprendre d'autres professions et effectivement on a aussi certains secteurs qui ont du mal à recruter, dans le domaine de l'informatique par exemple. Il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Il y a aussi un autre aspect qui est l'attractivité de notre territoire, parce que c'est vrai que la Charente a quelquefois du mal à attirer des cadres dans certains domaines. Alors, on s'éloigne des mesures Macron, mais je crois que c'est un sujet qui vous tient à cœur, Monsieur Laurent, l'attractivité de Charente-Périgord, mais puisqu'on est en Charente, de la Charente. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur quand on est une banque comme nous, au final, qui finance l'économie des deux départements, de la Charente et de la Dordogne. On a 43% de part de marché. Évidemment, on a une responsabilité qui est une responsabilité très forte. Quand 4 habitants sur 10, 1 sur 2 quasiment sont clients chez nous, on a une responsabilité très très forte à la santé économique des entreprises qui vivent sur ce territoire. Et donc l'accompagnement de ces entreprises, évidemment, est très important. C'est une des missions les plus importantes pour nous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et donc, on sait que la vie, le cycle de vie d'entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, fait qu'il y a des moments qui sont des moments où ça se passe bien et des moments où ça se passe moins bien. Et au final, le rôle d'un partenaire banquier comme nous, et c'est peut-être une de nos grandes différences, c'est que justement parce qu'on a cette implantation sur le territoire, eh bien de rester dans la continuité, y compris dans les moments qui sont parfois les moments les plus difficiles. On pourrait prendre un exemple et un seul, mais qui nous est cher au Crédit Agricole de par notre nom, c'est l'agriculture. On a 85% ou 80% des agriculteurs qui sont clients chez nous. Les filières agricoles ont été extrêmement secouées en 2016 et nous n'avons eu de cesse de les accompagner de manière à maintenir cette agriculture de proximité dont on a absolument besoin. Et il en va de même sur les entreprises. Les entreprises, c'est pas seulement les grosses entreprises. Évidemment, on a un poumon comme le Cognac qui est un poumon extraordinaire pour la Charente, comme on a un poumon qui est le tourisme qui est un poumon équivalent pour la Dordogne, mais c'est aussi
toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, qu'il faut qu'on arrive à accompagner. Et donc, pour le coup, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, la période de taux que nous avons aujourd'hui est une période qui nous permet justement des accompagnements qui étaient beaucoup plus compliqués quand nous avions des taux qui étaient plus élevés, puisqu'au final, la restructuration des dettes des entreprises qui peuvent en avoir besoin à un moment donné se font aujourd'hui dans un contexte financier qui est quand même beaucoup plus favorable pour les entrepreneurs. Donc, au final, c'est ça notre lien et notre pari, qui est véritablement de rester sur ces territoires. C'est vraiment un pari. Quand on parle de digitalisation, quand on parle de transformation des métiers, le métier de banquier est un des plus concernés, un des plus exposés. Vous lisez la presse aujourd'hui et on vous dit la banque est la sidérurgie de demain. Eh bien, je ne le crois pas. Très sincèrement, nous investissons évidemment massivement dans nos outils, qui sont des outils aujourd'hui qui donnent de plus en plus d'autonomie à nos clients, qui aujourd'hui fondront de plus en plus de choses à partir de leur banque qui est dans leur poche, au final, que ce soit sur leur téléphone, sur leur tablette ou à travers les entreprises, à travers d'outils qui sont des outils extrêmement modernes et multicanaux. Ça nous amène à réinventer au final notre relation et notre proximité, puisque la proximité, c'est plus seulement d'avoir une agence dans tous les villages, mais c'est aussi justement de favoriser ces canaux, ce lien avec le client à tout moment, quel que soit, j'allais dire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Pour le coup, nous investissons, mais ce besoin de professionnalisme, ce besoin d'expertise devient aussi de plus en plus fort. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons une transformation de nos métiers pour qu'au final, nous ayons des métiers d'experts qui soient de plus en plus forts. Nous avons aujourd'hui des conseillers en transmission d'entreprise dans nos agences qui, au final, n'existaient pas il y a encore quelques années. Nous avons aujourd'hui des experts sur la prévoyance, la santé, la retraite, qui sont des sujets, au final, éminemment importants que nous n'avions pas dans les agences autrefois. Donc, nous avons une transformation de nos métiers, une expertise de plus en plus forte. Et au final, ces lois, et celle sur la formation professionnelle dont parlait Philippe il y a un instant, est extrêmement importante parce que pour le coup, au final, les gains que nous obtenons à travers ces mesures ou à travers celles qui viendront nous permettront justement d'investir notamment sur cette transformation des métiers au bénéfice des salariés. Et c'est là que l'entrepreneur redevient entrepreneur. C'est-à-dire qu'au final, notre objectif, c'est encore une fois de faire en sorte que nos entreprises soient plus fortes demain et que nous soyons en capacité non seulement de recruter, mais aussi de faciliter cette transformation de nos métiers pour nous projeter dans le monde de demain. Merci. Henri de Bracontal. Moi, je suis d'accord avec les banquiers quand ils font bien leur métier. Je voulais juste dire un mot sur les jeunes, car jusqu'à il y a très peu de temps, beaucoup de jeunes diplômés allaient chercher un job à Londres ou ailleurs. Et je pense qu'il est essentiel qu'on puisse leur dire que oui, il y a un climat des affaires pour créer sa propre affaire ou un climat des affaires pour rentrer dans les grandes affaires qui jusque-là n'embauchaient pas, qui soit bénéfique pour eux. Moi, j'ai 4 enfants, j'en avais 3 qui étaient partis à l'étranger. Eh bien, ça me fend un peu le cœur et j'ai envie qu'ils reviennent en France. Donc, tout ce qui est bénéfique à, je dirais, l'initiative, la prise de risque, en même temps qu'une certaine sécurité, évidemment, du travail, le numérique et tout à l'heure le télétravail, comme je l'ai dit, ben, tout ça va dans le bon sens. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je crois qu'un de nos devoirs, c'est de ramener des jobs en France. Alors, peut-être avant qu'on passe aux questions, je voudrais peut-être vous proposer de faire un tour de table rapide et de demander à chacun d'entre vous, alors ce sera peut-être pas possible pour l'économiste encore qu'il peut voir les choses d'un peu plus loin, mais comment dans son entreprise il se prépare à cette nouvelle donne marquée par les réformes en cours. Est-ce que, alors on peut peut-être commencer par vous, Henri de Bracontal, puisque vous aviez la parole. Dans votre entreprise, vous avez confiance, vous y allez à fond. Comment vous affrontez cette période nouvelle? Quand je dis affronter, après tout, si elle est favorable... D'abord, il faut découvrir toutes les mesures, parce que c'est épais. Donc, il faut en prendre connaissance, d'abord. Prudence. Ensuite, je pense que nous sommes dans une situation particulière. On exporte les 2 tiers.
Et nos clients, pour le tiers restant en France, sont eux-mêmes de très grands exportateurs, comme le cognac ou le Bordeaux. Donc on est dans le monde international. J'ai des implantations à l'étranger qui me permettent de comparer à ce qui se passe ailleurs en Europe et aux États-Unis. Donc je dirais qu'on est dans le bain international en permanence à comparer. On va choisir peut-être un certain nombre de mesures qui vont être intéressantes pour l'entreprise. Je dois dire qu'on est dans la période d'études et de prise de connaissances, tout modestement. Alors, Philippe Sutre, peut-être, on va rester dans les entreprises. Je crois qu'Henri de Pracontal a parfaitement raison. On n'est pas encore dans les détails. Il faut vraiment découvrir toutes les finalités. Malgré tout, on n'avait pas attendu les réformes en cours. Au niveau du dialogue social, il est important d'expliquer le projet de l'entreprise à l'ensemble des salariés pour que tout le monde s'inscrive bien dans cette perspective, le comprenne, puisse y adhérer. S'il n'y adhère pas, poser des questions et qu'on puisse répondre. Donc dans le dialogue social, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'explications. Malgré tout, il y a une chose qui est fondamentale, c'est qu'une entreprise a des projets quand elle a des commandes. Si elle n'a pas de commandes et si elle a un périmètre qui se réduit, il faut affronter la difficulté telle qu'elle doit être. Et Laurent l'a bien dit. Donc il y a des cas de figure complètement différents qui peuvent exister. Malgré tout, le chef d'entreprise est quelqu'un d'optimiste, parce qu'autrement, il ne serait pas chef d'entreprise dès le départ. Hein. Donc, on a tous des projets de développement, beaucoup de pédagogie à faire et beaucoup d'accompagnement au niveau de l'employabilité des personnes, parce qu'on a effectivement des défis très, très importants qui nous attendent, mais qui vont très vite. Ça s'accélère énormément et la capacité des personnels à s'adapter est plus ou moins rapide. Donc là, on a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Merci. Laurent Martin, de manière rapide, de façon à ce qu'on laisse la parole à la salle. Écoutez, vous êtes aussi une entreprise, donc comment est-ce que vous, par exemple, vous allez ouvrir largement le robinet du crédit? Il est déjà largement ouvert, là, pour le coup, comme je vous l'expliquais. Mais écoutez, moi, je demande qu'à faire du crédit, je vis du crédit. Donc, pour le coup, quand la presse vous dit les banquiers ne veulent pas prêter, c'est économiquement une hérésie, puisque 50% des revenus des banques, c'est le crédit. Donc, un banquier qui ne veut pas gagner de l'argent, je n'en connais pas. Donc, si je reviens sur votre question, le premier point pour moi, c'est véritablement, à travers ces mesures, d'essayer de favoriser la transformation d'entreprise. Donc, les gains que nous aurons, nous voudrons les investir sur la formation des collaborateurs, encore une fois, pour les amener à beaucoup plus d'expertise sur des métiers nouveaux que nous n'avions pas, que nous n'exercions pas encore dans nos agences et qui seront au bénéfice de nos clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Le deuxième point au niveau de l'entreprise, toujours, c'est la réforme du dialogue social. Parce que qu'on le veuille ou non, si vous prenez la fusion de l'ensemble des instances, que ce soit les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le CHSCT, en une entité unique, ça va nous obliger à travailler différemment avec les élus du personnel. Et donc, je pense qu'il faut en profiter, là aussi, positiver au final cet aspect pour se dire que le temps que nous allons dégager est un temps où on va pouvoir travailler davantage les dossiers en amont et au final favoriser l'émergence d'un dialogue social nouveau. Avec d'autant plus cet avantage que nous allons avoir maintenant, c'est que les accords d'entreprise vont être plus ouverts et que d'une certaine manière, on peut imaginer qu'on va coller davantage à travers les accords d'entreprise à la réalité de chacune des entreprises. Et vous savez, quand on dit ça aux salariés, ça leur parle. Je veux dire que pour le coup, ils sont conscients et ils ont envie d'une certaine manière d'être maîtres d'un certain nombre de négociations, de manière, au final, à prendre en compte leur propre réalité et la réalité de l'entreprise. Et quand on est dans ce niveau de dialogue-là, je pense qu'on peut bénéfiquement faire avancer les choses. Et puis, si je me place maintenant sur le métier de banquier pour nos clients, je vais prendre qu'une chose, mais quand on dit que la fiscalité sur les PEA, par exemple, ou l'investissement sur les valeurs mobilières va être préservé, au final, par rapport, comme le disait Christian, à cette imposition de 30% sur le reste de l'épargne, pour le coup, c'est comment amener nos clients à investir sur les entreprises, alors qu'on sait qu'un des mâles français, c'est précisément de ne pas investir assez dans ces entreprises, si je le compare avec d'autres pays en Europe ou dans le monde. Vous voyez ? Politique, démarche proactive par rapport à ces mesures. Monsieur Brachet,
Vous êtes conseil d'entreprise, vous êtes vous-même une entreprise. Oui, absolument. Donc, comme je suis associé dans un cabinet national, nous sommes 1400 et répartis dans 90 villes. Donc, automatiquement, nous avons une structure nationale. Et notre souci quotidien, c'est, quand on est conseil, c'est d'être le plus technique possible, enfin le plus compétent, je dirais, mais ça paraît déjà un prérequis, mais il faut également répondre à la préoccupation de nos clients. Ce qui implique une formation professionnelle, comme on l'a déjà évoqué, et pour nous c'est une nécessité puisque nous avons énormément de formations professionnelles pour tous les avocats et tout le personnel. C'est également l'enjeu de l'informatique, puisqu'il est nécessaire pour nous de pouvoir travailler en réseau, ce que nous faisons, mais ce n'est pas toujours facile quand on est nombreux. Donc c'est aussi une préoccupation permanente pour nous. Merci. Alors, la formation, c'est ce qui ressort à peu près de toutes les interventions, M. Aubin. Voilà, en fait, je ne suis pas chef d'entreprise, mais on a des responsabilités en tant que formateur à travers l'université. Donc, effectivement, je crois que ça fait partie des choses qui sont déjà entreprises, parce que ça fait déjà un certain temps que l'université française a évolué, s'est ouverte sur le monde de l'entreprise, mais je crois qu'on a encore à travailler et à continuer à travailler en faisant évoluer nos formations pour faire en sorte qu'elles soient vraiment à l'écoute du monde de l'entreprise et qu'on arrive justement à répondre en partenariat avec les entreprises à toute cette volonté, cette nécessité d'adapter et d'adaptabilité, je dirais, des jeunes qui sortent de nos universités. Voilà, en adéquation avec les besoins du marché du travail. Alors, l'heure arrive de passer aux questions. Est-ce que dans la salle, il y a des questions à poser à l'un ou l'autre des orateurs? Si vous voulez lever la main, de façon à ce que je puisse me diriger vers vous. En attendant qu'une première main se lève, moi j'ai découvert, je vais peut-être poser la question à M. Sutre, je ne sais pas s'il a des lumières là-dessus, j'ai découvert une chose qui m'a paru assez surprenante, j'ai découvert il y a que 2 jours. C'est l'institution, parmi les ordonnances, une des mesures, crée la possibilité d'une rupture conventionnelle collective. Ça a un intérêt, ça, pour les... C'est d'une certaine façon échapper à la procédure du licenciement économique. Ben, ça donne... effectivement, c'est une mesure qui va se mettre en place. Ça permet plus de souplesse, tout simplement. Ça permet d'aller négocier avec les représentants de l'entreprise une rupture en cas de difficulté éventuelle de l'entreprise, une baisse de carnet de commandes dans la durée, etc. Donc tout ça va dans le sens de la souplesse et dans les possibilités qui sont données aux chefs d'entreprise et aux représentants du personnel de trouver des solutions gagnant-gagnantes à un moment donné. C'est peut-être certainement plus intéressant de négocier une rupture consentis, je vais dire, avec des avantages qui peuvent être significatifs, plutôt que de rester dans le cadre que l'on avait aujourd'hui, d'un plan social, etc., qui sont toujours très difficiles à gérer. Voilà. Ça, si j'ai bien compris, mais je parle sous votre contrôle, ça aura comme principal intérêt d'alléger la partie administrative et sans compter les autorisations auprès de l'inspection du travail. Donc, oui, ça va alléger la partie administrative, certainement, j'espère. Ça va surtout permettre de discuter directement avec les salariés en fonction du cas concret de l'entreprise et de la réalité de l'entreprise et des possibilités de l'entreprise. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, sans rentrer dans le détail sur la technique, mais peut-être des questions sur une mesure ou une autre qu'on pourrait demander de commenter à Monsieur Brachet, par exemple, j'arrive vers vous. Si vous voulez vous présenter. Bonsoir, Jean-Christophe Chapuzet, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise de signalisation qui est sur 4 départements. La question que je voulais poser, c'est en termes de fiscalité. On parle de fiscalité, mais il y a un sujet que je n'ai pas bien compris dans la loi, peut-être pouvez-vous me l'expliquer. C'est un particulier ou un chef d'entreprise qui veut réinjecter, réinjecter de l'argent dans sa société ou dans d'autres sociétés. J'ai l'impression que la fiscalité a été complètement annulée sur cette partie-là. Et ça, c'est quand même un mauvais signal. Voilà. Absolument. Je confirme que malheureusement, nous n'avons plus de
de mesures spécifiques ou réduction d'impôts, comme ça a existé pendant longtemps, pour un investisseur qui va investir dans sa propre entreprise. De la même manière qu'en matière d'ISF, la réduction d'impôts ISF PME, qui justement permettait également cet avantage-là, est également supprimé. Enfin, en tous les cas, là encore, quand je dis supprimé, dans le projet tel qu'on peut l'imaginer, parce qu'on devrait l'avoir que mercredi, je pense, le projet de loi de finances, mais il n'y a strictement rien. Et effectivement, pour les start-up, ce que j'évoquais tout à l'heure, il n'y a vraiment aucune mesure. Je sais que l'association des Business Angels, justement, s'inquiétait de l'absence de mesures à ce sujet, parce que c'est quand même également les start-up constituent, enfin les start-up et les autres entreprises, bien évidemment, mais constituent quand même un dynamisme et qui ne sera pas, dont le dynamisme ne sera pas accentué par la fiscalité. Merci, Monsieur Brachet. Eh bien, nous arrivons tout près de la fin de l'émission en direct sur les ondes de RCF. Je rappelle à chacun d'entre vous et à chacun des auditeurs qu'ils pourront télécharger cette conférence en vidéo ou en podcast sur notre site internet, ainsi que la plaquette résumant. Vous avez tous entre les mains une plaquette résumant les principales mesures de ces ordonnances Macron qui ont été prises dans la presse, mais validées par le service juridique de l'Union patronale de la Charente, qu'on remercie beaucoup pour ça.